Nawal, ça va? Viens. Je suis obligée de réveiller tout le monde à 5 heures. On va à la douche. Il y a ma fille Nawal, je la réveille le matin pour faire sa toilette, tout ça. Et puis après, je réveille mon papa, c'est le papy de la maison. Je le réveille aussi, faire sa toilette. Et puis à 5h30, que chacun, les deux là, j'ai fait la toilette des deux. Après, je réveille les petits qui sont là-bas. C'est le petit, il y a un qui va à l'école primaire et l'autre maternelle. Je prépare les deux autres. Après, je donne leur petit-déj. À 6h30, c'est fini. À 6h30, moi, je les laisse là. Il faut que je pars moi aussi pour partir travailler. Parce que je travaille, si je ne travaille pas, je ne sais pas comment je vais faire avec mes enfants, les faire nourrir. Allez, tu vas m'attendre au salon, je vais réveiller Bakoko, d'accord? Comme ça, après je te donne tes médicaments. Tu m'attends là-bas. Ok. Viens prendre tes médicaments, Nawal. Parce que normalement, il prend des paquines. Je lui donne l'amictal. Il y a l'amictal et Kepra. Je le donne tous les jours, le matin, parce que c'est ça ce qui permet à équilibrer un peu sa crise. Parce qu'elle a aussi une crise d'épilepsie. Du coup, pour faire gérer, on fait avec ça. C'est vrai, ça élimine pas cette problématique, mais au moins ça calme un peu. On peut rester un mois ou des fois une semaine sans qu'il fasse une crise. C'est les médicaments qu'on donne. Et moi, je le donne tous les jours. Je donne 2 l'amictal et puis après un Kepra. Nawal, tu viens prendre les médicaments? Je vais chercher de l'eau, comme ça pour... T'es où? Voilà, tiens. Moi, je réveille à 4 h du matin, je prépare tout, je me prépare, et puis c'est là où je commence à préparer les autres. Parce que ça prend du temps. Le temps que je termine, là, je récupère mes affaires, je cours aller chercher du taxi ou stop pour aller jusqu'au centre, parce que moi, je travaille à Chikoni. Et tous les jours, c'est comme ça. C'est la vie de tous les jours. Alors, moi, quand je pars, il y a une dame qui reste avec elle à la maison. Des fois, je pars avant que la dame arrive. Ou des fois, je le laisse avec les frères là, ils sont là. S'ils sont là, je le laisse, je le dis, il y a les enfants avec Bakoko, moi je pars. Et puis les 2 autres enfants, il y a une dame aussi qui les récupère pour les déposer à l'école et les récupérer. C'est long et c'est difficile et c'est compliqué. C'est très compliqué. Parce que pour avoir un enfant ou une adulte en situation de handicap, c'est une vie à organiser. Si tu as envie d'aller faire des courses, si tu as envie d'amener les autres enfants à l'hôpital ou aller quelque part, il faut que tu te poses la question comment je vais faire de l'autre avant de partir. Alors n'en parle pas que tous les jours tu as envie d'aller travailler et trouver quelqu'un qui s'occupe de ta fille et d'autres enfants. C'est pas facile. Et plus mon papa qui est là aussi, il a besoin d'être aussi occupé. Alors, aujourd'hui, je peux dire que Dieu merci, ça va, mais la situation, je l'ai vécue depuis l'âge de 1 an qui a commencé. Je ne connaissais même pas c'est quoi le handicap. Alors, on a commencé, on a été hospitalisé, il était envoyé à La Réunion plusieurs fois. Et puis, c'est à l'âge de 3 ans, c'est là qu'on a eu les explications. Parce qu'il était allé à La Réunion, il a fait 5 mois là-bas. À son retour, c'est là où j'ai posé des questions, qu'on m'a expliqué bien. Que là, c'est une situation, ça sera comme ça peut s'améliorer, ça peut se dégrader. Asmati, c'est la dame où elle s'occupe beaucoup de Nawal depuis novembre 2007 qu'on est arrivé dans la commune de Tingoni. Je pars le matin, c'est elle qui prend le relais. C'est comme si on est dans un centre hospitalier. Parce qu'il y a une équipe qui sort le matin, ils sont obligés de faire la transmission avant que l'autre prenne le travail. Alors pour nous, c'est comme ça. Mais des fois,
Je suis obligée de partir, comme je vous l'ai expliqué. Je suis obligée de partir, laisser les enfants à la maison avant qu'elle soit arrivée. Parce que c'est compliqué. Elle aussi, elle a une petite famille à s'en occuper. Mais c'est ça ce qu'on a à Mayotte, la solidarité. Mais cette solidarité commence à se diminuer. Commence à se diminuer parce que la vie est chère. Tout le monde a envie d'aller travailler pour qu'il puisse avoir à manger. Là où c'est difficile, c'est la période où il y a ces règles parce qu'il faut qu'il mette la couche le matin, 30 minutes après, il faut qu'il l'amène aux toilettes parce que soit elle a envie de faire ses besoins, tout ça, il faut qu'il imagine. Et il amène chaque 30 minutes, il faut qu'on l'amène aux toilettes. Quand elle a ses crises, il faut qu'elle arrive à le tenir jusqu'à le faire s'asseoir et la tienne jusqu'à ce que ça se calme. Sinon, il va un peu partout et du coup, il se blesse. Moi, au moins aujourd'hui, j'arrive à trouver quelqu'un resté là, s'occuper de ma fille. Et quelqu'un qui n'a pas le moyen pour trouver quelqu'un s'occuper de sa fille. J'ai pu faire en sorte que toute la famille, les frères et sœurs, ils sont impliqués de la situation de Nawal. Parce que même les frères et sœurs, là, les petits, ils connaissent que sa sœur a besoin d'aide. Ils connaissent que la sœur a besoin d'aide. Du coup, tout le monde aide Nawal. Le matin, des fois, si je m'occupe de Bakoko là-bas, je dis à Émilie, est-ce que tu peux m'aider à donner la brosse à dents à Nawal? Il me dit oui. Des fois, je lui dis, est-ce que tu peux m'amener ça pour faire ceci? Il dit oui. Ou des fois, même eux, ils sont en train de faire quelque chose, ils disent, moi, j'amène ça pour Nawal. Chacun a une conscience d'aider. Du coup, c'est là où je dis, la situation, il faut qu'on arrive à le travailler, que tout le monde dans la famille accepte. Parce que si on ne l'accepte pas, c'est là où il y a le souci. À 15 ans, en 2005, il avait fait une crise et ça lui a amené, parce qu'il a fait une semaine de convulsé, ça n'arrêtait pas. Du coup, on était évassané à La Réunion, ça lui avait coupé total, paralysie total. Il était paralysé, au lit, allongé, il ne bougeait pas. Tout était au lit pendant 2 ans et demi. 2 ans et demi, j'ai souffert. Être à La Réunion, être à Mayotte avec les autres, faire l'aller-retour. Du coup, il y avait même son frère à l'époque qui était en 3e. Il a failli chuter. Parce qu'il disait que oui, j'ai aimé Nawal, mais je n'aimais pas lui. Je les ai abandonnés, je suis partie là-bas. Du coup, c'est là où ça m'a amené à faire une réflexion par rapport à la famille. Je l'ai amené, on a parlé. Finalement, je l'ai expliqué jusqu'à ce qu'il comprenne pour qu'il arrive à comprendre la situation de sa sœur. C'est vrai, je l'ai amené loin de la maison. J'ai tout expliqué. Finalement, il a pleuré, mais là, il a compris. Et c'est lui qui m'a aidé après. C'est lui qui m'a aidé parce que je suis partie et il s'occupait de son petit frère. Il était là avec son petit frère. Et moi, j'étais à La Réunion. Finalement, on était vassané à Métropole. J'ai fait 2 ans et demi d'hospitalisation. J'ai fait les allers-retours. Alors, imaginez une famille qui n'a pas le moyen, qui n'arrive pas à expliquer tout ça. Et à mon retour, c'est là où je me suis dit, il faut qu'on fasse une réflexion, il faut qu'on fasse un groupe de parole. Là, on avait mis tout ça pour faire un EEG, contrôler s'il peut faire encore des crises qui sera à longue durée ou pas. Du coup, c'était ça. Mais c'est les 2 années et demie que j'ai vécues avec elle en hospitalisation, c'était lourd pour moi. J'ai dit, j'ai arrivé à faire face à cette période, alors le reste, je peux le faire. Le reste, je peux le faire jusqu'à là où Dieu nous amènera. Voilà.
Quand vous prenez le volume de gens qui touchent l'allocation adulte handicapé à Mayotte, mais je vous mets ma main au feu, qu'il n'y en a pas 1000, il n'y en a même pas 500. Avec une allocation adulte handicapé qui doit être aujourd'hui à 350 €, on est quand même pratiquement à 500 € de la norme métropolitaine. C'est pas de la jalousie, c'est juste des photographies. Vous prenez l'allocation adulte handicapé et le pourcentage de population qu'il aperçoit à La Réunion, et je crois qu'ils sont au-delà de 15 000, et vous en avez 500 à Mayotte. Et quand on nous fait dire que de les mettre à niveau à Mayotte, ça va faire un trou énorme dans le budget, que la France ne va pas s'en relever, ça me fait doucement rire quand même. Senda? Hein? Ya, quoi est-ce? Hein? Oh, je prends un fou. Quoi? Quoi pour un fou? Un peu des amours. Elle sait. Elle sait les fleurs qu'il peut accueillir, qu'il peut... Elle arrive à comprendre. Tout ça, c'est l'apprentissage. Quand on fait, on l'amène, on l'appelle, viens, donne ce que tu as accueilli. Mets là. C'est quoi? Un faux. D'accord. Et ça, on appelle comment? Ça là. Ça, c'est quoi? Ok. On ne l'exclut pas. Quand on fait des choses, toujours elle participe. C'est vrai, elle ne peut pas faire grand-chose, mais elle fait à son rythme. Du coup, si on arrive à trouver des foyers occupationnels, je crois qu'elle peut
elle peut faire mieux de ce qu'elle fait à la maison. Parce que même ça, on l'accueille, on met dans une pingle, mais il sait comment on fait pour le mettre là-dedans. Seulement qu'il n'a pas comment je vais expliquer, une vision de se décider que je fais ça. Mais il faut toujours que tu sois derrière elle pour expliquer, il faut faire ça, il faut faire ça. Moi, je suis venue pour faire. Je t'aime. Je peux? Voilà. Et des fois, on l'amène aussi pour planter. Là, si vous pouvez, monsieur, aller voir, il y a des plantes en bas. Là, tout le monde est en train de faire ces plantes-là. Elle aussi, elle participe. Elle aussi, elle participe. Sana ulra kotabu. Tu viens? Tu vois, des fois, quand on est ici en train de nettoyer ou planter, elle aussi, elle fait. Elle aussi, elle fait. On va pas bien avec. Il y a des aubergines. Des fois, on les accueille, on lui montre et puis elle fait. Ah, pas bengan, je ne sais pas. Ou l'on va l'île. Ah, là, c'est tout là-haut. Et oui, des fois, on participe à des actions, mais c'est ça, c'est des actions qui... Tu vois le piment? Ils sont... Nawal, regarde, les piments. Voilà, encore, il y a une autre route très rouge là-bas, bien mûre. Tu l'as vu? Cherche, regarde bien. Non, il reste encore là. Voilà. Merci. C'est gentil. Alors, du coup, tous ces espaces-là, elle participe. Des fois aussi, même quand on fait la cuisine, elle fait participer à tout ça. Là, c'est les brettes de manioc. Des fois, elle nous aide à préparer tout ça. Alors, c'est pour ça que je dis, si dans la famille, tout le monde ne s'implique pas, la personne n'améliore pas. Mais c'est à nous de l'aider, c'est à nous de l'accompagner jusqu'à ce qu'on arrive, à les faire évoluer au niveau de sa vie quotidienne de tous les jours. Parce que si on reste bras croisés en attendant que les autorités mettent des choses en place, là on va se retrouver paralysé en plus de ce qu'on a. Si je n'avais pas tous ces courages-là, Nawal n'allait pas arriver là où elle est aujourd'hui. Ça, c'est le courage de toute la famille et le soutien. Nous, les parents, ou je peux dire surtout les femmes, parce que c'est nous, les femmes, qui subissons beaucoup de choses. En sachant que dans la famille, si par exemple, toi, la maman, tu n'es pas courageuse à suivre ta fille, à accompagner ta fille, alors la fille meurt ou la fille reste telle qu'elle est. Moi, j'ai vu, il y a des filles qui n'ont pas eu la chance de bénéficier le peu de leur vie et ces enfants-là, ils sont décédés sans avoir une vie, c'est quoi? Du coup, moi, j'ai dit aux parents d'avoir le courage, d'avoir une patience, d'avoir une force d'élever nos enfants. Les enfants, on peut dire que l'enfant handicap, chez nous, il y a un proverbe qui dit, c'est Nema. Nema, c'est comme si c'est un bonheur que Dieu t'a donné. Du coup, il faut le prendre en fonction de la vie que tu as tous les jours. Moi, j'ai dit courage aux mamans, courage aux parents, d'avoir une force d'amener nos enfants, accompagner nos enfants jusqu'à ce que l'amour nous sépare. Voilà. On y va, Nawal? Viens.
T'as trouvé une balle? Il y a des vrais choix politiques qui s'imposent. La couverture médicale universelle complémentaire, elle s'impose à Mayotte. Si l'aide médicale de l'État existe, elle s'impose à Mayotte. Je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui freinent, parce que je le sais que c'est fait, c'est sciemment fait. C'est pas possible, c'est pas possible autrement. Mayotte est département français depuis 2011, si je me rappelle bien. Donc ça fait quand même 4 ans, bientôt 5. Donc à un moment ou à un autre, on le sait. Non, non, c'est simplement que c'est un choix politique. C'est un choix politique, mais on est au fin fond de l'océan Indien. Le Mahorais n'a pas l'habitude de faire vraiment beaucoup de bruit. Je pense que c'est ça. Mais là, la raison d'État qui dit qu'il n'y a pas de sous dans les caisses, je refute l'argument, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Au niveau des structures médico-sociales, au niveau du sanitaire, il y a un travail de fou, il y a un travail de tout. Il n'y a pas suffisamment de médecins, il n'y a pas suffisamment de personnel, il y a un vrai travail de fond à faire. Il faut arriver à pérenniser les choses déjà l'acquis, puis faire progresser. On ne demande pas une progression, un truc qui fasse que tout d'un coup, il va sortir 40 structures médico-sociales. On sait pertinemment que non. À Mayotte, on ne parlait pas du handicap et du coup, c'est un tabou. Quand j'ai commencé à parler, tout le monde me regardait en travers. Pourquoi je le parle? Pourquoi je dis ça? Et puis après, à l'époque, il y avait la DAS. Moi, je suis allée à la DAS, j'ai vu des gens, j'ai demandé comment ça va se passer, ils m'ont expliqué et c'est à partir de là j'ai commencé à militer. Et à l'époque, on n'était que 5. On avait mobilisé certains parents que je connaissais, que ces enfants étaient même l'école avec ma fille. Et en plus, on habitait dans le même village. Du coup, j'ai essayé de parler avec eux, ils étaient d'accord. On a commencé à militer, à mettre les choses en place. Mais moi, je ne vous cache pas, on faisait des porte-à-porte pour sensibiliser le handicap. Parce qu'avant, les familles cachaient leurs enfants. Ils préféraient les attacher pour qu'ils puissent aller travailler ou qu'ils puissent aller sortir faire des courses ou qu'ils puissent aller au champ, aller cultiver. Du coup, c'était un tas d'histoires. Alors moi, quand je voyais des gens attacher leurs enfants et puis la maladie de crise d'épilepsie, en mahorais, on dit c'est kifafa. Kifafa, je ne sais pas comment je vais l'expliquer en français, mais c'est une maladie que chacun ne maîtrisait pas. Il y a des enfants. Aujourd'hui, on les appelle les enfants de la Lune. Nous, à l'époque, ça s'appelait les enfants de djinn. Parce que comme c'est des enfants, on ne connaissait pas leur statut. S'il y a une famille qui a un enfant de la Lune, les mettait dans un carton, emballer et le mettre à la poubelle tout de suite. Du coup, c'est une situation que j'ai vécue, je l'ai vue, du coup, ça m'a touchée. Je dis, bon, moi au moins, même si je ne savais pas là où j'y vais, mais je me suis battue jusqu'aujourd'hui. Et c'est là que ça m'a donné le courage de se battre, de demander aux gens, il ne faut pas cacher leurs enfants. Et quand on était arrivé en 2002, toi aussi voulais être fermé parce que la DAS ne voulait plus subventionner. Et on était allé là-bas, ils nous ont dit, non, vous n'êtes pas une association, on ne peut pas vous recevoir. C'était le préfet qui était à l'époque. Du coup, on s'est dit, ah, c'est ça le souci? Dans ce cas-là, on va créer l'association. On est sorti tout de suite dehors, on a formé l'association et on est rentré. On a dit, mais ce n'est pas comme ça. Il faut que vous déclarez l'association, machin. Je dis, mais vous nous recevez aujourd'hui, le temps qu'on va déclarer tout ça. Et c'est comme ça que ça a fondu l'association des parents. On l'a fait avec combien? 10 personnes. 10 personnes. Et on était 5 à sillonner Mayotte pour faire porte-à-porte, à sensibiliser les parents qu'il ne faut pas attacher les enfants, il faut parler, il ne faut pas le jeter.
Il y a énormément de textes de loi qui ne s'appliquent pas à Mayotte. Mais il y a énormément de prestations qui n'existent pas. C'est pour ça que je me dis, il y a des prestations qui n'existent pas et il y a des choses qu'on pourrait mettre en place qui sont basiques comme la couverture médicale universelle complémentaire et l'aide médicale de l'État. Alors s'il n'y a pas déjà les prestations compensatoires et il n'y a pas ça derrière, mais ils font comment ces gens-là? Mais moi j'ai du mal à comprendre. J'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi des actions qui sont très facilement réalisables ne sont vraiment pas mises en place. Mais à un moment ou à un autre, la France a fait un choix délibéré, franc, de dire Mayotte est un département français. Donc mettons-nous aux normes. Petit à petit, mettons-nous aux normes. Et là, oui, il faut un plan Marshall. On ne pourra jamais éviter cet échange avec les îles des Comores. J'ai dit, mais si Paris ne fait pas le nécessaire, il est évident que, oui, mais le préfet n'a pas les moyens, la directrice de l'ARS n'a pas les moyens, et on tourne en rond. On tourne en rond. C'est un vrai plan Marshall qu'il faut, si on veut mettre Mayotte, mais pas en 2 ans, en 20 ans, au niveau de la nation. Mais après, il y a des urgences. Il y a vraiment des urgences. Elle était scolarisée et puis après, on voulait la faire quitter l'école parce qu'il y avait eu une bagarre une fois à l'école et du coup il y a eu des soucis de santé. Elle était évassanée. Et puis à partir de là, le directeur ne voulait pas qu'on garde ma fille. Mais quand j'étais à La Réunion, on m'a expliqué que les enfants comme ça, ils peuvent être scolarisés. Il y avait, on met une convention en place pour que le maintien scolaire reste. Du coup, je ne savais pas le maintien scolaire c'est quoi, mais moi, dès qu'on m'avait dit que ton enfant peut rester à l'école avec une convention, c'est ça ce que j'ai tenu à la tête. Et dès que je suis retournée à Mayotte, j'ai dit au directeur, non, il faut que ma fille reste à l'école. On m'avait dit que vous pouvez me signer un papier, qu'on prend en charge, que ma fille peut rester à l'école, même si elle n'apprend pas comme les autres, mais elle peut être à l'école. Et c'est à partir de là qu'on a mis les conventions en place. Et si ma mémoire est bonne, je me rappelle, j'étais la première à signer cette convention avec le vice-rectorat que ma fille reste à l'école. Et là, il a commencé à avoir des psychologues scolaires. J'ai commencé, c'est là où on m'expliquait comment ça va se passer petit à petit. C'est vrai, il ne faisait pas le temps complet avec les autres, mais au moins ça allait. Il y a des fois, il allait à l'école, des fois, il n'allait pas à l'école, mais au moins, elle est restée à l'école. Alors, vous voyez, ce n'est pas un combat d'aujourd'hui, mais c'est beaucoup de problèmes que ça a posé depuis ce temps-là. Avant, on avait 1 million d'euros pour toutes les structures médico-sociales de Mayotte. J'avais moi 85 000 euros.
Et j'avais 12 résidents en dessous. Quand j'enlevais le loyer et tout, je vous garantis que je ne faisais pas du gras. Hein. Bon, toutes les associations étaient comme ça. La charte de l'enfant, moi, pour moi, elle ne s'applique pas à Mayotte. Je l'ai dit. Aujourd'hui, ici, je suis à Mayotte avec le drapeau français qui flotte sur un département français. Donc le minimum, c'est que la charte de l'enfant s'applique à Mayotte. Moi, ce qui m'interroge, c'est pourquoi ça ne bouge pas. Ça bougeote, c'est tout. Mais ne disons pas que ça bouge, parce que ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est des mesures qui ne vont pas coûter énormément à la France et qui vont vraiment faire évoluer les choses de façon astronomique ici. Des gamins qui sont... on trouve des pathologies qu'on trouve nulle part ailleurs quand même. Hein. Je veux dire, il faut aller au CHM, poser des questions, vous allez voir. Moi, j'ai eu des gamines qui avaient la tuberculose, etc. etc. Ça revient un petit peu en Europe, mais pas à ce niveau-là quand même. Hein. Je crois qu'à l'époque, il y avait 80 cas avérés sur Mayotte. Donc, à un moment ou à un autre, il y a des vrais besoins, il y a des urgences. À Mayotte, ce qu'on vit en ce moment, c'est qu'il n'y a pas les structures. C'est vrai, on dit qu'à Mayotte, il y a des dispositifs que les gens ne les connaissent pas. Non, ce n'est pas que les gens ne les connaissent pas. Parce qu'on a fait les états généraux il n'y a pas longtemps, il y a une semaine de ça. Moi, j'ai participé à ça, je disais, et c'est ça ce que je dis chaque fois si j'ai l'occasion de partir au congrès à l'UNAPI, c'est qu'il y a des choses qui existent à Mayotte, mais ils sont limités. Ils sont limités, il y a des gens qui arrivent à rentrer, il y a des gens qui n'arrivent pas à rentrer là-dedans. Du coup, ce n'est pas tout le monde qui a ces dispositifs-là. Alors, c'est ça ce qu'on est en train de dire. On n'a pas les foyers médicalisés, on n'a pas les foyers non médicalisés, on n'a pas les foyers occupationnels qu'on peut envoyer nos enfants pour qu'on puisse aller faire une autre activité. La vie à Mayotte, c'est cher, tout le monde le connaissait. On n'a pas les minimums sociaux comme tout sur les autres départements d'outre-mer ou même en France. On aurait dû déposer nos enfants et que chacun part pour faire autre chose dans la journée. Et puis chacun récupère les enfants l'après-midi. On demandait des endroits pour qu'on puisse laisser nos enfants et avoir des professionnels qui s'occupent. En sachant qu'ici à la maison, c'est vrai, moi je laisse la dame, mais la dame n'est pas infirmière ni aide-soignante. C'est une dame qui elle est là avec moi ou c'est la famille qui est là avec nos enfants. Mais des fois, eux aussi, dès que l'enfant fait une crise, il panique, il ne sait pas comment il faut faire. Même moi, la maman, des fois, je panique. Mais comme c'est la vie de tous les jours, j'arrive à équilibrer, j'arrive à voir quelle position je peux faire. Mais on trouve des situations, c'est délicat. C'est délicat. Alors, du coup, c'est tous ces problèmes-là qui nous lient aujourd'hui. Et quand on regarde, il y a des situations, on trouve que la famille est tellement isolée. Elle est isolée parce qu'on a, comment dirais-je, on a exclu l'enfant au niveau médical, au niveau des soins. Du coup, on se retrouve tout à recommencer. Où on se dit... Comment il y a d'autres enfants, ils bénéficient d'autres choses, pourquoi l'autre, il ne bénéficie pas. L'enfant elle-même, il se pose des questions. Pourquoi moi, on ne m'amène pas à aller voir un médecin? Pourquoi l'autre, on l'amène dès qu'il est malade, on l'amène à aller voir un médecin? Du coup, c'est des choses, des fois, à la famille, dans la famille, il faut que tu arrives à expliquer jusqu'à les autres arrivent à comprendre. Aujourd'hui, on dit Mayotte est département. Mayotte est français depuis longtemps. Et quand je regarde qu'il y a une enfant dans une famille, qu'on n'arrive pas à l'amener à aller voir un médecin, il faut que la maman aille voir un médecin, se passer comme c'est l'enfant qui est malade en disant que j'ai mal à telle chose, et on donne le médicament à cette maman-là
avec les poids de la maman pour qu'il puisse aller donner à son enfant. Moi, je trouve ça c'est scandaleux. Et c'est des choses qu'on le voit tous les jours. Et c'est une vie quotidienne. Moi, je le dis souvent. Si j'ai une occasion avec des réunions que je fais, moi je le lance. C'est vrai, il y a l'ARS fait la prévention de la santé sur le terrain, mais il ne touche pas tout le monde. Ça, je le dis tous les jours. Il ne touche pas tout le monde. Et on a une face aussi qui me fait mal. On se dit que là, les gens, c'est les étrangers qui bénéficient pas ça. Mais non, il y a même des Mahorais qui vivent dans la pauvreté. Il y a des Mahorais qui vivent dans des situations délicates. Alors, si tu vois ça, tu te dis, mais on est où là? On est en 2015 et il y a des gens qui n'ont même pas la sécurité sociale aujourd'hui. Il y a des gens qui ne connaissent même pas la porte du médecin, c'est quoi? Il y a des jeunes qui ne sont jamais vaccinés depuis l'âge de 10 ans. Ça fait mal quand même. Du coup, c'est des choses où tout ça, on revendique. Il faut passer aux parents qui vieillissent et que les enfants grandissent. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des familles qui n'arrivent plus à soulever les enfants. Imaginez si ma fille était allongée, il faut que je la porte pour aller faire sa toilette. Vous voyez que je l'allais faire comment? Vous voyez, elle est costaud par rapport à moi. Comment j'allais faire? Des fois, si elle a ses crises, j'arrive même pas à tenir. Hein, parce que les crises, c'est la force. Hein. Il y a des forces. Des fois, si ça clignote, ça commence à clignoter, le temps de le tenir jusqu'à l'arrivée du pompier ou l'arrivée du SMUR, c'est pas facile, c'est pas des choses faciles. Alors ça, on trouve que les parents font des choses, mais à un certain temps, il faut que c'est des professionnels qui prennent le relais. Il y a un temps des parents, il y a un temps professionnel. Mais à Mayotte, on trouve que les deux temps-là, c'est les parents qui cumulent. C'est les parents qui cumulent. Du coup, c'est là où ça fait mal. Mina mina pepe waka waka Ingalewa itetera. Oh.
Ce type d'handicap, c'est dû à des problèmes à la naissance qui font que l'intervention médicale n'est pas assez rapide. Ça s'aggrave très très rapidement et on se retrouve avec des petits gamins qui sont maintenant, on en a qui ont entre 15 ans et 4 ou 5 ans, qui sont lourdement, très très lourdement handicapés parce que médicalement parlant, il n'y a pas eu ce qu'il fallait. Et les gens ici sont honnêtes parce que l'autre jour j'ai rencontré un médecin qui était un médecin pédiatre à l'hôpital il n'était pas à l'hôpital, on était dans un lieu privé et le type est venu me voir, j'étais avec mon épouse, il me dit mais il paraît que vous avez une structure d'handicapés. Et je dis oui, je lui ai expliqué ce qu'on faisait. Et le médecin m'a dit lui-même, il m'a dit c'est nous qui les fabriquons. Ils sont conscients qu'effectivement par manque de personnel, manque de moyens ou n'importe quoi, et puis il manque... Vous savez, vous accouchez dans le sud. Votre gamin, il respire pas bien ou n'importe quoi. Le temps que l'ambulance arrive du nord, etc., que les gens interviennent et tout, vous avez des chances qu'effectivement, ces petits gamins, ils aient des gros problèmes. On a 8 enfants qui sont... très lourdement handicapés à moyennement handicapés, mais quand on dit moyennement handicapés, c'est qu'ils n'ont aucune autonomie. Aucune autonomie. Quand vous voyez ce type de handicap, plus vous attendez à les prendre en charge, plus ils coûteront cher à la société. C'est simplement qu'on recule les échéances, mais un gamin qui n'est pas pris en charge et qui va traîner pendant 5 ou 10 ans avec un handicap lourd, sans un kiné, sans un truc, qui a des problèmes et tout, ça s'aggrave, ça s'alourdit, et quand il arrive à un âge qui frôle la majorité, là, ça coûte excessivement cher, en structure, en moyens, etc., etc. Donc c'est un très très mauvais calcul, je pense, que fait l'État.
Dans la même structure, ce qui est d'originalité de la chose, c'est qu'on a aussi une zone qui est une zone adulte où on a des adultes handicapés. Alors là, effectivement, ça va du très lourd handicap, c'est-à-dire l'enfant qui était handicapé dans la situation dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, j'en ai une qui est en adulte aujourd'hui, qui est très très lourdement handicapée. Et on a effectivement, on accueille des personnes en situation de handicap qui ont un handicap qui est quand même beaucoup moins sévère, parce qu'effectivement, c'est soit des accidentés de la vie, soit des... Voilà, ce sont des choses qui sont des gens qui étaient tout à fait autonomes, tout à fait normales, si je peux me permettre, entre guillemets, et qui ont eu un accident de la vie, donc qui sont paraplégiques, tétraplégiques, etc., etc. Donc on a quand même une situation de handicap chez les adultes qui est beaucoup moins lourde. Mais il y a une cohabitation des deux, et qui en plus est assez sympathique à vivre, parce que c'est une petite unité de 16. Et on s'aperçoit que les enfants et les adultes, eh bien, ça fonctionne super bien. Parce que les adultes s'occupent des enfants, et les enfants, ça fait un lien, quoi. Ils ont un lien entre eux qui est extraordinaire, quoi. C'est génial, quoi. C'est une famille. Ils sont là, s'il y a une pompe qui sonne, parce qu'il y en a un qui est assis, eh bien, il y en a un qui vient me chercher. Ils se connaissent tous, ils se côtoient tous. Allez. C'est beaucoup plus familial, c'est beaucoup plus humain, c'est beaucoup mieux vécu par les résidents, les personnes en situation de handicap, parce que effectivement, on fait tout par nous-mêmes, que ce soit de la restauration, que ce soit de tout, ils sont une totale prise en charge, ils sont totalement dépendants. Mais ils se connaissent tous, ils savent tous pratiquement quelles sont les choses qui peuvent les contrarier ou peut-être faire plaisir. Donc c'est vraiment une famille. Ils mangent autour de la table, sauf ceux qui effectivement ont des alimentations par sonde, mais qui sont levés à l'heure du repas, par exemple. Alors eux, ils ne mangent pas, mais ils sont là. Mais déjà, même chez les personnes en situation de handicap, que les gens soient confrontés à d'autres types d'handicap que le leur, en voyant des petits bouts de chou handicapés, même quand on est un accidenté de la vie et tout, ça change un petit peu la vision. Regardez, moi, aujourd'hui, je pourrais avoir 50 places officielles. J'en ai 12. 18 en 2016 et peut-être 24 en 2017. Avec un financement qui est un financement quand même qui correspond, allez, on va dire, à 35% de ce que touche la métropole. Je pleure pas, puisque c'est un pari que j'ai relevé. C'est un pari verbal que j'ai relevé en disant, moi, je vous ferai la preuve qu'on y arrive.